Plusieurs autres commissions d'enquête avaient eu lieu avant l'enquête Caron et puis qui s'intéressaient à la même problématique, donc autant la présence du crime organisé, la tolérance des autorités, la corruption, et puis qu'aucun changement n'avait été fait. L'enquête Caron, c'est l'une des plus grosses enquêtes judiciaires, une des plus grosses commissions d'enquête du 20e siècle. Elle va durer, au Québec, elle va durer plus de 3 ans, en fait de 1950 à 1953. Il va y avoir, je crois, plus de 150 séances, plus de 370 témoins interrogés. Donc, c'est une grosse affaire. C'est un spectacle public aussi. C'est un feuilleton judiciaire avec plein de rebondissements. Ça donne un bon lectorat au Devoir qui est à l'avant-scène de ça. Mais tous les journaux de Montréal couvrent l'enquête. Donc, et on en apprend sur la tolérance du vice et sur l'industrie du vice commercialisé à Montréal, encore plus qu'on en avait appris avec les témoignages de Pax Plante. Il y avait un juge, là, qui était un juge de la Cour supérieure, qui venait de Hull, juge Caron, qui mentionnait ses crayons, parce qu'il y avait un dentier qui ne tenait pas. C'est ça, sa caractéristique, lui. Son dentier tombait tout le temps, alors il avait oublié de mettre le crayon dans sa bouche pour tenir son dentier. Ça faisait rigoler un peu. Mais quand même, c'était un homme assez large d'esprit, pas trop étroit. Faut pas que je dise l'enquête. Mais il faisait son travail. On sait tout ce qu'on pouvait lui demander. Il était logé des policiers, puis il en avait pris pas mal en défaut. Mais c'est pas plus que c'était pas plus et pas moins que ça. C'était l'atmosphère de la cour. Pas la foire d'empoigne, mais la cour. Il y a des conflits, les avocats se discutent, les uns contre les autres, mais c'était la chambre 24 de l'ancien palais de justice, c'était ça. C'était bien cet endroit-là. L'enquête Caron couvre essentiellement la période de 1940 à 1950. Et donc, ils accusent tous les membres du comité exécutif pendant cette décennie-là et au premier chef, le président du comité exécutif, J.O. Asselin. Au début de l'enquête Caron, en 1950, 58 policiers ont été accusés. Ce n'était pas la totalité des policiers, quand même. Il y en avait un certain nombre qui n'ont pas été visés d'aucune façon. Dans les 58 policiers qui ont été cités en 1950, il n'y en a seulement que 20 qui ont été condamnés, incluant le directeur, Albert Langlois. Si 20 policiers, incluant le directeur, ont été condamnés et destitués, c'est parce qu'il y avait effectivement, il s'est passé quelque chose. L'enquête Caron ne réussira pas à inculper les politiciens, mais en même temps, dans son rapport, il esquinte plusieurs d'entre eux. Le blâme va monter jusqu'au chef de police, c'est-à-dire les deux principaux chefs de police pendant la période, Fernand Dufresne et Albert Langlois. À partir de 1947, Albert Langlois est chef de police. Donc, le juge Caron va blâmer les deux chefs de police en disant ils sont ultimement responsables de la situation qui prévalait à cette époque-là. Après mon passage à la commission Caron, où j'étais avocat de M. Langlois, mais il n'était pas dans le crime organisé, mais il était chef de police. Puis il avait été peut-être un peu tolérant, je ne sais pas. De quoi on l'accusait, M. Langlois? On l'accusait d'avoir été faible dans sa direction de la police, parce qu'il était devenu chef de police. Est-ce que les accusations étaient bien fondées, mal fondées? Je ne peux pas me prononcer sur ça. Je peux pas lui... J'aime mieux pas me prononcer. Puis en plus de ça, mais il y avait l'air d'un homme, chef de police, tout à fait ordinaire, tout à fait dans la bonne moyenne. Mais vous savez, c'est une époque aussi où dans les villes, il y avait des chefs de police qui étaient discutés et discutables. Pour les réformateurs, les policiers ne sont pas les principaux coupables. Les principaux coupables, c'est les politiciens qui ont fait pression pour que les policiers n'agissent pas, qui ont
pousser l'escouade de la moralité à faire un travail négligent, etc. Les réformateurs, les accusateurs dans l'enquête Caron, ils accusent d'abord les politiciens, mais comme la loi est faite de telle façon qu'il faut absolument des accusations précises, c'est beaucoup plus facile de prouver qu'un policier n'a pas fait son travail dans ce domaine-là que de prouver que le politicien, à 3 étages au-dessus, a lancé la commande qu'on ne fasse pas un bon travail. L'enquête Caron est un moment important dans ce mouvement de réforme-là, de ce mouvement à la fois de scandale contre la corruption des politiciens, mais ce moment où on demande justement des changements, où on demande qu'un ménage soit fait dans la classe politique. Alors, pour beaucoup de réformateurs qui vont faire la Révolution tranquille au début des années 60, le rapport Caron, l'enquête Caron, le rapport Caron et l'élection de Jean Drapeau en 54, c'est un premier moment, une première victoire, un premier nettoyage qui annonçait celui qui allait être fait 10 ans plus tard dans l'administration politique provinciale. His name was Jean Drapeau and was elected mayor of Montreal on this platform of cleaning up the city, anti-vice, and he held that position with a very brief exception of about a couple of years for the next 3 decades. Avant, ben, il appelait ça la corruption dans la ville de Montréal. Hein? Après, ben, c'était devenu normal. C'était devenu vivable. Il n'y en avait plus, ou presque pas.